Et après, tu as un ou deux mecs qui arrivent par an. Mais et en plus, c'est ça qui est compliqué. C'est que quand tu arrives, que tu es ceinture blanche, toi comme moi, on sait très bien, c'est que de la survie, c'est que de France, la c'est partout souffrance. C'est pareil. pas, Mais y a pour le pas Sud, de, c'est que pas j'aille que un peu dans tu tous prends les clubs, plaisir il n'y à a pas un exécuter les gros techniques. renouvellement C'est de ce que tu ceinture. fais. Quand tu connais le ciseau, euh, la garde fermée et une kimura, c'est pas comme ça que tu t'en sors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ouais, c'est je vois tout à fait. Et ouais, quand t'es une ceinture blanche, la première année, presque les deux premières années, c'est de la défense, de la souffrance. Tu comprends pas pourquoi ça marche pas. C'est très frustrant aussi comme sport. C'est très, très frustrant. Quand tu fais 105 kilos et qu'un mec de 80 kilos, il t'étrangle 3, 4 fois et que t'arrives pas à faire, ou t'arrives comment dire, passer par-dessus ton ego ou non, tu peux pas, t'arrêtes. Ouais, Donc il y a plein, c'est la il y a vraiment, réflexion, c'est du travail sur soi-même aussi. Hmm. Ouais, du travail sur, bah en fait, ça fait travailler, comme je t'ai dit, c'est pas que, déjà, comme je disais, c'est complexe, donc ça fait travailler la tête au niveau des techniques, il faut pouvoir reproduire, donc repenser, tout ça et tout. Et ça fait travailler la tête aussi dans le sens où au Jiu-Jitsu, ton ego, tu le mets de côté, quoi. Ouais. Tu le mets de côté, c'est parce que là, sinon tu vas abandonner, tu vas pas tenir, tu vas pas tenir. Moi, tu vois, pour moi, une ceinture blanche, quand elle arrive, c'est comme si tu mettais un gnou dans une cage au lion, tu vois. Parce qu'entre les ceintures bleues qui veulent prouver, qu'ils méritent la ceinture bleue et qu'ils arrivent à faire des trucs et qu'ils ont la possibilité maintenant de faire des trucs Ouais, ouais, ouais. sur les gnous qu'ils étaient auparavant. Et ben, ils vont pas se gêner. Et après, voilà. Et le mec, contre les violettes, forcément, même s'il y va tranquille, il va morfler, etc., etc. Donc, c'est, c'est tous ces trucs-là qui font que, Ah, la hiérarchie, elle est vraiment très présente. On la ressent grave, quoi. La différence de niveau entre les bah, couleurs, c'est impressionnant, je trouve, dans ce sport. surtout au début. Surtout au début. Maintenant, moi, je trouve que ça a tendance à se, vite fait, c'est-à-dire que je vois des blanches et des bleus en compète faire des trucs que moi j'ai appris en marron ou en noir, tu vois. Donc, mais c'est les meilleurs de chaque club, tu vois. Et mais en fait, voilà, comme je te dis, c'est anti-naturel en fait. Je lis un peu mes notes en même temps. C'est vraiment anti-naturel en fait comme sport. Comme je t'explique, en fait, c'est ça. Là, entre le fait que les gens attaquent tard, donc après créer une vie de famille, etc. Ensuite, il y a le fait que ça soit dur, complexe, éprouvant. Il y a le fait que tu souffres les premières années. Ça fait que, il y a le fait que, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a il y a le fait de l'ego aussi, hein. L'ego, hein. Je veux dire, quand tu mords pendant un an et demi, ça fait chier, quoi. Ouais, j'avoue. Et Mais après, t'as ceux qui aiment ça, tu vois. c'est ça. Quand tu trouves comment on appelle ça? Le délire, en fait, un peu comme les échecs. Tu vois, quand tu veux trouver les solutions, quand tu veux trouver les patterns, que tu vois des choses et que tu as tes yeux qui Ouais, s'ouvrent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Moi, bien je sûr. pense que c'est à ce moment-là que ta passion, elle prend le dessus et qu'elle te force à aller, à continuer dans ce D'ailleurs, sport qui est très difficile, quoi. d'ailleurs, il donne des conseils, René Gracie. Moi, je suis pas trop d'accord avec ces conseils-là, mais je vois ce qu'il veut dire. Lui, il dit qu'en fait, euh, il met en avant un tableau que je vous... Attends, pardon pour la caméra, mon pouce. Hop. Cinéaste. Ouais, ouais, laisse tomber. Il explique la loi de Pareto, en fait, qui existe à 80% d'efforts, d'où résulte 20% des... merde, qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive même pas à me relire, moi. Des causes, pardon. 80% des efforts résultent de 20% des causes, d'accord? D'accord. Et comme il l'explique, lui, il traduit en plusieurs fois, il fait 20% des kimonos que tu portes 80% du temps. 20% des techniques à- qui, qui, à la fin, te font rapporter 80% de tes victoires. Et c'est vrai que au fond, c'est vraiment, il a un peu raison, tu vois, sur ça. Après, lui, il dit que, donc, en jiu-jitsu, en fait, faut choisir, en fait, une position. Et lui, il dit qu'il faut mieux commencer debout, enfin, au-dessus, tu vois, et passer la garde. Parce que tu seras moins frustré, tout ça, et tout. Oui, d'accord, mais le problème,
C'est que moi, je pense réellement que au départ, c'est sur le dos que ça se passe, même si c'est frustrant, même si c'est dur, même si, parce que, parce que si tu arrives à comprendre la défense, tu vas comprendre les attaques facilement, un peu. Enfin, en fait, tu vois, c'est ce que je pense aussi, c'est tu pas vois. une légende, Après, lui, ça. ouais, après, lui, il a pas tort, hein, dans le concept où, c'est vrai que si tu veux garder tes étudiants, pourquoi le self-défense, les stages de self-défense, le Krav Maga, les trucs comme ça et tout, ça marche super fort. Parce que ça donne l'impression aux gens, d'un réel progrès, ça donne l'impression aux gens qui sont prêts à pouvoir se défendre contre un agresseur, en fait. C'est ça, en fait, en gros, le truc, tu vois. Alors, nous, on parle de justice compétition, mais je veux dire, le judo à la base, c'est fait pour se défendre, hein. C'est pas fait pour faire des birimbolos sur des, enfin, même si je kiffe la birimbolo, tu vois, sans dénigrer. Mais je veux dire, c'est un art martial à la base, tu vois. Donc, c'est fait pour se défendre. Et voilà, et en fait, on est dans un monde il faut que ça aille vite, tu vois. On a un téléphone portable, c'est à 4G, c'est le Wi-Fi, tu vois, je veux dire, ça va vite, tu vois. Le McDo, Uber Eats, tu vois, il faut que ça aille vite, l'autre monde. Et les gens, ils sont habitués que ça aille vite, tu vois. Et le self-défense, ça donne l'impression que t'as progressé vite, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que Après, je beaucoup de dirais, gens... c'est pour les gens qui connaissent pas justement un peu les sports de combat, tout ça, parce que encore aujourd'hui, en 2019, j'ai un pote par exemple qui connaît pas du tout, qui connaît pas très bien les sports de combat. Je lui montre un peu des UFC et tout, mais il est encore à me dire, ouais, l'aïkido, ça fonctionne, c'est efficace, tu vois. C'est une idée préconçue qu'il a dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on est en 2019 et il y a encore des gens comme ça qui pensent qu'il y a il y a certains trucs qui fonctionnent alors que ça fonctionne pas du tout, tu vois. Et, bien sûr. Et il y a aussi, tu vois, du coup, ça crée un décalage. Et ces gens s'en rendent compte quand ils font leur premier cours en blanche ou peut-être leur deuxième ou troisième cours. C'est là qu'ils réalisent que, ah ouais, d'accord, il y a quand même quelque chose de complètement différent dans ce sport. Par rapport au chichi je vais pas dire chichi du self-défense, mais en gros c'est ça, tu vois. C'est plus de la confiance en soi qu'on te donne que de la vraie technique, quoi. Exactement, c'est te faire croire qu'en fait, bah, tu sais te battre, en fait. Alors que non, tu sais pas te battre. Et le problème, c'est ça, en fait. C'est que, ouais, moi, je pense que ça a à voir aussi avec notre société à l'heure actuelle. Tu vois, je veux dire, attendre 8 ans pour avoir 10 ans pour avoir ta ceinture noire. Tu vois, pour beaucoup de gens, ça fait long, tu vois. Et en Krav Maga, en 1 an et demi, tu peux devenir prof de Krav Maga, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais du coup, t'inquiète que Tu peux devenir prof, le ça mec en qui dit long sur reçoit, le sport. mais En 1 an et demi, tu peux devenir, c'est-à-dire, tu peux devenir prof. Donc, t'es un maître de Krav Maga. non, mais j'ose En 1 an et imaginer, demi. écoute, j'ose imaginer le jour où t'as eu ta ceinture noire. Moi, tu m'as filé ma ceinture bleue, mais putain, c'était l'extase. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, j'ai travaillé dur pour l'avoir et tout, tu vois ce que je veux dire? Alors, j'ose imaginer le mec qui reçoit une ceinture noire. Tu vois? Ben, la ceinture noire, c'est bizarre par rapport aux autres ceintures. C'est vraiment, différent. C'est bien que tu abordes ce sujet-là parce que, tu vois, moi, l'effet que ça m'a fait, en fait, c'est un aboutissement et en même temps un début. Et beaucoup de ceintures noires Ouais. te diront ça. Beaucoup de ceintures noires te diront, quand je suis devenu ceinture noire, j'ai eu l'impression de réapprendre le jiu-jitsu brésilien. C'est un truc de fou, tu vois ce que je veux dire? Et tu peux pas l'expliquer pourquoi, comment, alors que tu sais faire plein de trucs, tu vois. Mais j'ai eu l'impression en fait, c'est, euh, c'est, c'est un truc de fou et ça, je pense qu'il rend humble aussi dans la pratique, tout ça et tout, c'est que t'arrives, en fait, une ceinture noire, c'est comme si t'étais arrivé au bout du truc. Tu vois, quand t'es ceinture noire de Krav Maga, t'es arrivé au bout du truc. Ouais. T'as plus rien à apprendre. Ben non, ben, en jiu-jitsu brésilien, quand t'arrives ceinture noire, c'est le début d'une autre chose. C'est le début d'une autre ère. Ça n'a plus rien à voir avec le reste. Ça n'a plus rien à voir Ouais, je avec le reste. vois. Surtout en compétition, ça n'a plus rien à voir avec le reste. Je dis pas qu'il n'y a pas des ceintures marron qui peuvent battre des ceintures noires, hein, c'est pas ça que je dis. Bien sûr qu'il y a des ceintures marron même des ceintures violettes, les frères Mounis, je crois. Et ils cartonnent des marrons et des noirs. Hein. Mais ceinture noire, c'est autre chose encore. Et au point de vue de l'émotion de la remise de ceinture, c'est exactement ça. C'est vraiment ce sentiment partagé. Comparé aux autres ceintures où tu es content d'avoir ta bleue, tu vois. Tu te dis que tu as avancé, T'inquiète, tout ça j'étais et tout. content. Ah ouais. Mmh. Après, noir, hein. Noir, t'es super content. C'est pas ça que je dis. Hein. Noir, t'es super content. Mais t'as ce sentiment de devoir réapprendre le jiu-jitsu. T'as l'impression que, en fait, Ah, tu repars, faut que quoi. voilà, tu repars dans quelque chose carrément. Et c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre.
Après, il y a une autre chose aussi qui fait, c'est que le jiu-jitsu brésilien, donc c'est pas grand public pour l'instant. Tu vois, il y a encore plein de gens surtout dans le sud, qui pensent que quand je parle de jiu-jitsu brésilien, qu'ils parlent de capoeira, tu vois. Donc, on est vraiment en retard. Et ça rejoint mon premier truc, c'était que, vu que les gens commencent tard au jiu-jitsu brésilien, forcément, quand ils arrivent en ceinture noire, c'est en général le moment où ils sont en couple, qu'ils commencent à faire leur vie. Et puis, il faut savoir un truc aussi, c'est qu'on n'est pas rémunéré pour ça en France. Donc, forcément, les gens travaillent à côté. Puis, à un moment, quand t'as ta femme qui te dit, oh, ton jeu, là, c'est bien marrant, mais, oh, hein, tu commences à me casser les couilles. Et tu dis quoi quand, par exemple, en 2020, ils vont légaliser le MMA, il va y avoir des événements, ça va accrocher chez les jeunes, ils vont vouloir s'inscrire aux salles de sport, ça va venir en masse, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Bah moi je suis super content déjà, je pense que c'est une bonne chose déjà pour tous les Français qui combattent à l'heure actuelle, big up, qui combattent à l'heure actuelle un peu partout en étant dans un pays où ce qu'ils font est interdit. Bah en Donc plus déjà, quand tu remontes bravo. en plus genre les époques avant, les premiers combattants au Pride français et tout, les premiers combattants à l'UFC français, c'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, t'en as plusieurs qui ont fait leur chemin et à cette époque-là, c'est quand même inconcevable d'arriver à faire un truc quand t'as pas de plateforme en France, quoi. C'est très difficile. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'autant plus un mérite. Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Donc 2020, tu penses que on va avoir l'explosion du jiu-jitsu comme aux États-Unis? Bah oui, forcément. Bah déjà, il va y avoir une grosse explosion MMA. J'ai peur d'ailleurs un peu. Je suis très content et puis d'un côté, j'ai un peu peur des clubs de MMA enfin des gens qui vont se trouver une vocation à faire du MMA alors que ça va fleurir, quoi. voilà, tu vois. Mais bon, c'est une bonne chose. Je pense que après, j'espère que les gens Mais en plus, vont essayer de comprendre. Tu peux faire l'entraîneur fake, tu vois. J'ai déjà vu des trucs comme ça. Ils t'apprennent à être bien sûr, bien sûr. à faire semblant à être bon en boxe ou à faire semblant à être bon en boxe taille. Tu connais ce genre de délire, tu vois, juste par rapport au mouvement et tu vas faire croire que t'as des années d'entraînement. Excuse-moi, il y a ma femme qui parle derrière là. Trop marrante. Vas-y, je l'écoute. Carrément. Ouais, ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, j'espère que les gens vont réfléchir un peu. Alors, je pense qu'il y en a, ils vont commencer, ils vont aller dans les clubs et ils vont dire non, je veux faire du MMA. Je pense pas que, et en fait, je pense que ceux qui veulent vraiment vont se dire, à un moment, vont se dire, bah, faut que je fasse du jiu-jitsu brésilien. Et je pense que c'est ça qui va faire. Il y a pire comme phrase. Le mec qui arrive qui dit, je veux m'entraîner à l'UFC. Voilà, tu vois, en espérant que, voilà. Ben, forcément, t'auras de tout, hein, t'auras de tout. Mais bon, espérons que, le jiu-jitsu brésilien, ça crée un engouement et que les gens comprennent d'où c'est parti. Pour 2 minutes. Voilà, donc voilà, on a fait un peu le tour de la question, je pense. Yes. Après, s'il y a des, comment ça s'appelle? S'il y a des choses qu'on a oubliées, n'hésitez pas en commentaire. Voilà. Quoi d'autre? Ah ouais, on va mettre je crois que c'est pour le prochain podcast, Fred, un t-shirt à gagner. Ouais. Voilà, tout dos, blanc. Vous nous direz votre taille. On essaiera de vous arranger. On espère que vous faites la taille du t-shirt qu'on a. Donc, si vous voulez gagner le t-shirt, il y a juste à commenter et puis vous commentez t-shirt. Voilà. Et à la fin du prochain podcast, tu fais tirer ton gamin au sort un nom et c'est lui qui gagnera le t-shirt. Non, on va faire plus simple. On va faire. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais. Non, on va faire plus simple. Tu choisis. Non, on fera plus simple. Regarde, une main innocente. Non, on va. Au moment où on pose la question, le premier qui répond aux commentaires en dessous, il gagne le t-shirt tout simplement. Ok. Voilà. On fait pas plus compliqué que ça. Hein. On fera ça au prochain podcast, pas de souci. Ouais. D'ailleurs, on reçoit un invité de marque, on va dire. Ah ouais, là c'est un invité de surmarque. Il est. Tu peux le présenter, hein, tu peux nous le présenter un peu. Alors dimanche, je donne les horaires tout de suite. Ça sera dimanche soir à 21h. On sera en direct sur cette chaîne, pareil. Je partagerai le lien un peu partout. On accueille Michael Lebout qui combat pour la ceinture du M1 en Russie, M1 Global, l'organisation équivalent à l'UFC, mais qui est en Russie. Et donc il combat le main event
pour la ceinture. Il est On est à fond français. derrière lui. Ouais, on le soutient. Moi, je le connais depuis l'UFC, tu vois. Il faisait déjà des combats à l'UFC, c'était 2016, 2017. Et du coup, ils l'ont coupé parce qu'il a fait pas mal de décisions. Il en a perdu, il en a gagné, mais de ce que je vois, là, il est sorti de l'UFC, il arrache tout. Il a mis des KO. J'ai vu des beaux KO. Il a 2 soumissions. C'est quand même pas rien. Et en Russie, ils sont costauds. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de la petite. Bon. J'espère qu'ils vont gagner. J'espère qu'il va gagner en tout cas. Ouais. Et voilà. Donc alors dimanche, 21h. Ouais, dimanche, 21h. On sera là. Ok. Et donc, on vous posera une question pendant le podcast. Et le premier qui répond dans les commentaires en dessous gagne le t-shirt. Okay. Vale Tudo. Donc on vous en reparlera. Tu seras là dans les... Dis-moi, excuse-moi. Tu seras là dans les studios avec Wam? Ouais, je serai là dans les studios et puis on en reparlera en début de podcast, ok les gars? Bon, nickel. Je vais dire au revoir à ma femme. Peace les gars. Yes, à bientôt Sam. Peace. Ciao. Merci à tous et à toutes. C'était Fight Time numéro 16. Comme d'hab, avec DF et Samuel Mona. J'essaie de mettre la petite musique. Hop. Yes, merci à tous. Et